Bonjour à tous, merci de nous retrouver donc à la librairie Kléber en partenariat avec le Club de la Presse en cette journée nationale de mobilisation des soignants pour demander davantage de moyens humains et matériels pour l'hôpital public. Nous recevons le docteur Claudia Châtelu, urgentiste à l'hôpital Pasteur de Colmar, qui vient de publier Ma guerre du Covid, un journal de bord dans lequel vous racontez votre quotidien de médecin urgentiste en première ligne dans le Haut-Rhin, premier département touché par la pandémie après le rassemblement évangélique de Mulhouse. Alors d'abord, première remarque, donc aujourd'hui, journée de mobilisation depuis le Covid. Ça signifie qu'aujourd'hui, les soignants sont encore obligés de descendre dans la rue ? Oui. Oui, je crois qu'aujourd'hui, les soignants sont toujours en colère. Même la colère sort après cette période de Covid. Oui, parce qu'on est retourné à l'état d'avant, avec pour les urgences les mêmes difficultés, la même recherche de lits, les mêmes patients qu'on retrouve aux urgences qui parfois n'ont rien à y faire. Donc oui, ça n'a pas changé, on retrouve l'état d'avant, en fait, d'avant-crise. Donc, malgré les promesses qui ont été faites, en particulier par le président de la République, le gouvernement, le Ségur de la santé qui est en cours, qui pour l'instant n'a pas abouti à quoi que ce soit de concret, donc il est toujours important de continuer à revendiquer. Oui, plus que jamais en fait, puisque il faut vraiment que nous changions, il faut vraiment que l'hôpital de demain soit différent de l'hôpital d'aujourd'hui. Il faut une refonte de l'hôpital public, du management. Il faut qu'on n'ait plus de problèmes de gestion de lits. Il faut des revalorisations de salaire pour certaines professions, c'est évident. On ne peut plus être un des pays qui paye le moins bien ses infirmières. Voilà, c'est qu'un exemple. Donc forcément, les gens sont dans la rue parce que c'est des revendications qu'ils avaient déjà avant crise. Ils revendiquaient déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans les mêmes problématiques. Et donc ce Covid n'a rien changé dans votre quotidien. Vous êtes aujourd'hui, vous dites, revenu à un retour à la normale. On va revenir là-dessus et des orientations que vous proposez pour changer l'hôpital public. Alors, je vous présenter un petit peu. Vous êtes formé à la médecine de catastrophe. Vous êtes responsable du plan blanc, médecin-pompier. Autrement dit, vous avez de la bouteille. Et les catastrophes et les urgences absolues, vous connaissez bien, mais très vite, le 5 mars, c'est le début de votre journal, vous réalisez que cette catastrophe ne ressemblera à aucune autre. Oui. On a pris très vite, en 24-48 heures, la mesure de ce qui était en train de nous arriver, de nous tomber dessus. On a senti assez vite que cette catastrophe serait différente des autres parce que déjà, elle avait un début tout à fait progressif. Même si c'était de plus en plus rapide, avec un nombre de cas qui augmentait sans cesse. Mais on savait surtout qu'elle risquait de durer longtemps. Et donc, c'est pas tout à fait la même projection et les mêmes qu'un gros accident, par exemple, ou qu'un attentat, où vous savez qu'il va y avoir un gros flux et que ça va durer quelques jours. Mais là, c'était effectivement quelque chose qui s'annonçait sur la durée. Voilà. Et il fallait tenir. Voilà. Il faut tenir, il faut que les personnels tiennent, il faut que le matériel tienne. Et voilà, il y a tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de consigner finalement votre quotidien de médecin urgentiste ? Comment ça s'est passé ? Alors, c'est d'abord une rencontre donc avec Stéphane Loignon, qui est grand reporter Parisien Week-end. Qui co-signe effectivement le livre, donc je rappelle, Ma guerre du Covid, publié aux éditions Équateur. Voilà, et qui dans un premier temps m'a proposé des interviews sur 15 jours, et c'était les 15 jours au plus fort de la crise, pour un article dans le Parisien Week-end qui est sorti début avril, où il avait interviewé 4 urgentistes du Grand Est. Voilà. Et c'est dans les suites de cet article, en fait, qui m'a proposé de continuer notre travail pendant les 2 mois qui ont suivi et d'en faire un livre. Et comment vous avez procédé ? Alors, vous écriviez, c'est lui qui vous interrogeait ? C'était sous quelle forme ? Alors, il m'a beaucoup interrogé et ensuite, il y a eu un travail d'écriture avec beaucoup d'échanges, en fait, beaucoup d'échanges de mails, beaucoup de rajouts, de modifications, et ça s'est fait comme ça, mais très très vite, en fait, après. Et c'était important pour vous de tenir ce journal de bord ? Alors, au début, on est parti sur un article, j'ai trouvé ça intéressant.
Je me rendais pas compte à quel point c'était important. Et c'est après, quand il m'a proposé le livre, que je me suis dit que oui, c'était important et qu'il fallait consigner tout ça, il fallait ne pas oublier, en fait. Ce qu'on avait vécu, parce qu'on avait vécu quelque chose quand même de brutal, d'intense, de difficile, et qu'on ne pouvait pas passer comme ça directement à autre chose, sans l'écrire, sans réfléchir dessus, et que ça permettrait peut-être de changer notre abord sur la gestion de crise en France, nos préparations, nos anticipations. Et voilà, je me suis dit, c'était le moment. Si on veut changer quelque chose, peut-être qu'il faut le coucher sur papier, en fait. Alors, on va revenir sur quelques thématiques fortes dont vous parlez dans votre journal de bord. Alors, il vous faut 2 jours pour sortir de la sidération. Le matériel n'est pas là, nous le savons, dites-vous, au bout de 2 jours. Et là, vous improvisez totalement une réorganisation de votre service, de votre façon de travailler, car il faut vous protéger de ce virus. Et vous écrivez « S'organiser dans la désorganisation, cela rassure, sinon c'est le chaos. Dehors, le virus se propage et aucune instance régionale ou nationale ne s'est montrée capable de nous rassurer, au contraire. » On s'est trouvé vraiment seul. On s'est trouvé à constater le manque de matériel, à se dire, voilà, on a une pile de masques FFP2, on a quelques blouses, on a quelques tests, et au début c'était ça. Et on se projetait, on se disait, mais comment on va faire demain, comment on va faire après-demain? On discutait entre nous, et c'est petit à petit que l'organisation s'est faite avec tout le monde, en fait, où tout le monde a apporté sa pierre, parce qu'il fallait trouver quelque chose sur lequel on puisse se raccrocher. Et parce que ça rassure, oui, bien sûr. Il faut que ça marche, mais en plus, il faut que ça rassure. Il fallait qu'on trouve une organisation, et on trouvait à ce moment-là aucune instance qui nous rassurait, en fait. Vous avez eu le sentiment d'être abandonné à ce moment-là? Ah, complètement. Complètement. Sur certains de vos jours de repos, j'aime bien, vous proposez vos services au centre de régulation du SAMU à Mulhouse, et là, je crois que c'est là que vous prenez vraiment pleinement la mesure de ce qui est en train de se passer. Et nous, on découvre avec vous, avec consternation, la faiblesse des moyens. Et c'est le premier extrait que j'ai choisi, qui est assez court, moi qui m'a frappé, que je vais vous lire. Mulhouse ne dispose que d'un SMUR médicalisé. Vous nous expliquez ce que c'est qu'un SMUR ? Alors, c'est un véhicule dans lequel il y a un médecin, un infirmier, un conducteur, avec le matériel nécessaire pour aller réanimer quelqu'un. Voilà. Cela ne fait pas lourd pour un territoire de 400 000 habitants. Je ne comprends pas que l'ARS, l'Agence régionale de santé, laisse un territoire si peuplé, avec si peu de moyens médicaux pré-hospitaliers, surtout quand le Haut-Rhin tout entier se prend un tsunami. À ce poste, qui permet de sentir l'événement à l'échelle du département, je saisis vraiment la dimension de ce que nous vivons. C'est tout bonnement surréaliste. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que l'hôpital de Mulhouse avait des difficultés, en tout cas au niveau des urgences, au niveau des effectifs, déjà avant la crise. Oui, c'était probablement un des services d'urgence les plus touchés, par la crise, bien avant la crise. Effectivement. Mais laisser une seule colonne de SMUR, alors qu'ils en avaient 2 sur un territoire qui a autant d'habitants, quand vous êtes à la régulation et que vous devez faire le choix d'envoyer une équipe SMUR parce que vous estimez que la situation est tellement urgente qu'il faut absolument envoyer un médecin au plus proche du patient, vous vous dites non, c'est pas possible de laisser qu'une seule colonne. Et c'est inconcevable de se dire que c'est validé par une instance. Et pour vous, justement, concrètement, ça s'est traduit par quoi, par exemple, le fait qu'il n'y ait qu'une seule colonne de SMUR? Concrètement, je me suis trouvée avec une urgence vitale dans un village un peu loin de Mulhouse, et où j'ai dû prendre un médecin de l'intérieur des urgences pour pouvoir le mettre dans une voiture et partir. Mais c'est du bricolage, en fait. C'est du bricolage. On n'est pas là pour bricoler. Et vous avez fait beaucoup de bricolage pendant toutes ces semaines? On a, à plein de niveaux. Oui, mais tous ceux qui étaient là, il n'y avait pas que moi, il y avait beaucoup de gens qui apportaient leur aide, même des médecins retraités à la régulation. Tout le monde a essayé de faire vraiment ce qu'il pouvait. C'était vraiment, c'est vrai, surréaliste en fait, par le nombre d'appels, par la situation, par les appels en continu, quoi.
Alors, vous étiez aussi très sensibilisé à ce qui se passait à ce moment-là déjà en Italie. Vous avez des racines italiennes, vous avez fait votre Erasmus en Italie, et donc vous avez une collègue médecin italienne qui partage un certain nombre de documents. Et là, vous prenez conscience du dilemme auquel les médecins italiens sont confrontés, et vous réalisez que vous risquez d'être confronté à ce que l'on appelle la médecine de guerre. Tout à fait. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est à ce moment-là, lorsque vous prenez conscience de ça? Alors j'avais fait un Erasmus là-bas, je connaissais les hôpitaux italiens, je savais que c'était très bien, qu'ils avaient des spécialistes comme chez nous, et c'est vrai que j'ai pris la mesure quand elle a publié les recommandations de la Société italienne d'anesthésie-réanimation, les recommandations éthiques, et que je savais qu'ils étaient confrontés à des choix très difficiles de réanimation ou de pas réanimation. Là, j'ai vraiment pris la mesure de ce qui était en train de leur arriver. Et je me disais, mais ça peut nous arriver, nous aussi, en fait. Oui, et là, vous écrivez, je reprends, je vous cite, « En conséquence du principe de proportionnalité des soins, le choix d'admission dans un contexte de grave pénurie de ressources sanitaires doit avoir pour objectif de garantir des traitements intensifs aux patients pour qui les chances de réussite thérapeutique sont les plus grandes. Il s'agit donc de privilégier la plus grande espérance de vie. Je suis abasourdi. Pour en arriver à publier ça, il faut n'avoir plus d'autres options. » C'est ça, c'est de la médecine de catastrophe, mais de catastrophe peut-être ailleurs. Vous aviez déjà été confronté à ça? En pratique, non. En théorie, oui. En exercice, oui. Mais en pratique, non. C'est plutôt des catastrophes qu'on verrait dans d'autres pays, lors de gros tsunamis, de tremblements de terre ou de choses comme ça. Mais on ne pense pas à des catastrophes en France. Mais pas avec notre système de soins. Non, a priori, pas avec notre système de soins, en fait. Alors, en une dizaine de jours, ce que je disais, vous vous adaptez, l'hôpital s'adapte, l'hôpital entier bascule en mode catastrophe, mais les services de réanimation sont saturés, et à un moment donné, la seule solution, c'est d'évacuer des malades, et là encore, on est consterné, parce qu'en fait, on se dit, il existe un système informatique, il existe, les places d'hôpital sont forcément recensées, sont centralisées. Eh bien non, vous retrouvez à prendre votre téléphone et à contacter les différents hôpitaux pour trouver des places. Effectivement, au début, on se rend compte qu'on a besoin de notre papier, notre stylo, qu'on n'a pas un listing commun de tous les numéros de téléphone des réanimations de toute la région Grand Est, et que c'est à nous de le faire, et que c'est à nous de prendre encore du temps pour des choses qui devraient être au préalable déjà identifiées, en fait. Donc l'hôpital tient, malgré tout, grâce à une faculté d'adaptation hors norme, une réorganisation totale. Comment vous avez fait ça ? Ça, vous l'avez, vous en particulier, en tant que responsable de service, vous l'avez mis en place? C'est la cellule de crise, en fait, qui a ouvert petit à petit des nouveaux services Covid, et ça s'est imbriqué comme ça, les uns après les autres, en fonction de la demande, ouvert des lits de réanimation. Et l'hôpital a évolué avec l'évolution de la crise, en fait, de la pandémie. Mais c'est tout l'hôpital qui s'est mis en marche, en fait, en ordre de bataille pour que ce fonctionnement soit possible. Alors, les évacuations auront lieu, même si ça a pris du temps. Elles seront spectaculaires. Vous en racontez certaines, par hélicoptère, par avion, par train. On se souvient effectivement de ces images incroyables. Et chez nos voisins allemands, suisses et luxembourgeois, avec un peu de retard, là aussi, l'Europe a eu beaucoup de retard à l'allumage, a eu du retard à l'allumage avec nos voisins italiens, et ici aussi avec le Grand Est. Oui, l'Europe a eu du retard, mais après, à la décharge de l'Europe, aujourd'hui, les textes ne sont pas assez puissants pour une solidarité et pour que tous ces mécanismes se mettent en œuvre. Donc, il y a une pauvreté des textes qui a fait que ça n'a pas pu démarrer aussi vite que prévu. Donc ils ont eu un peu de retard, mais il y a eu quand même beaucoup de transferts vers l'Allemagne, vers la Suisse, le Luxembourg. Et beaucoup d'Alsaciens doivent leur vie à ces transferts-là, en fait. Donc ça a quand même pu se faire. Maintenant, demain, il faudra penser vraiment à une Europe de la santé, c'est sûr. Oui, et de façon peut-être effectivement à le formaliser véritablement, parce que là, encore une fois, on a vu que c'était aussi du bricolage, ces évacuations, puisque elles ont été rendues possibles grâce à l'intervention d'un certain nombre d'élus de la région. Exactement, et notamment de Brigitte Klinkert, qui avait des contacts. Exactement,
Et ça en s'est fait Allemagne. comme ça, de contact à contact. C'est ça. Et ça a été les premiers transferts vers l'Allemagne. Et ça vous a beaucoup, beaucoup soulagé. Oui. Ça a créé une sorte d'appel d'air, en fait, ce qui nous permettait de rentrer aux urgences, en fait, d'autres patients. En fait, ça a créé une fluidité dans le mécanisme entrée-sortie des patients de l'hôpital Pasteur. Alors, vous en parliez tout à l'heure, vous êtes aussi médecin réserviste de l'armée de terre, et donc j'imagine que votre expérience aussi, d'un certain nombre de cette expérience-là, a dû aussi beaucoup vous servir dans la façon d'appréhender et puis de tenir sur la distance. Oui. Oui, ils m'ont beaucoup appris. J'ai fait des exercices avec eux de médecine de catastrophe et ils m'ont beaucoup appris dans la gestion des hommes et surtout quand il faut tenir sur la durée, sur une semaine. Donc on partait en exercice, des exercices qui duraient une semaine entière. Et donc oui, il fallait gérer non seulement l'exercice, l'afflux de malades, mais en plus le sommeil, la nourriture. Et donc ça m'a appris beaucoup à faire attention les uns aux autres. Et donc j'ai essayé de regarder un peu les signes de fatigue chez les uns et chez les autres. Essayer de les préserver un petit peu pour qu'ils puissent après mieux revenir et pour qu'en fait, ensemble, on arrive tous ensemble à la fin. En fait, c'est un peu comme un relais. Oui, vous vous racontez qu'à un moment donné, vous avez dû renvoyer des gens chez eux qui visiblement étaient au bord du burn-out dans votre service. Pas au bord du burn-out, mais plutôt des fois, parfois atteints des symptômes du Covid et qui continuent à travailler. Donc, il faut pouvoir intervenir directement ou indirectement pour qu'ils se retirent un petit peu. Et puis, savoir les préserver de la fatigue, ceux à qui on a demandé peut-être beaucoup, de pouvoir un petit peu les extraire ou les soulager un petit peu. Alors, on va parler un petit peu aussi de la pénurie de matériel. Le 19 mars, vous écrivez que le manque de matériel devient critique à Colmar. Donc là, on est 15 jours après le début de la vague, comme vous l'expliquez. Et vous passez, comme souvent, votre jour de repos au téléphone pour contacter des entreprises locales, pour trouver des masques, des blouses, des charlottes. L'hôpital français en est réduit à compter sur des dons, écrivez-vous. C'est un peu comme si notre système de santé dépendait des restos du cœur. Oui. Là, je suis un peu tombée des nues, en fait. Ça commence par ma nounou qui m'appelle, qui me dit mon patron, qui est dans un laboratoire, voudrait vous donner 1500 masques FFP2. Mais il n'arrive pas à joindre l'hôpital, parce que l'hôpital en crise n'est pas forcément joignable pour tout le monde. Et donc, je lui donne rendez-vous pour qu'on aille au magasin déposer ces masques, puisqu'il était trop compliqué de joindre quelqu'un qui récupère. Je me suis dit, bon, je vais y aller, et puis ça sera vite fait. Voilà. Et au magasin, là, je suis surprise, puisqu'on me dit, activez vos réseaux, parce qu'on n'a plus de blouse, on n'a plus de Charlotte. Et là, je prends la mesure, vraiment, de me dire, si au magasin, ils n'ont plus ça, c'est qu'il n'y en a plus. Donc, il faut faire quelque chose. Et elle nous dit, activez vos réseaux. Et là, je rentre chez moi et je me dis, mince, quel réseau je vais pouvoir activer? Donc, j'ai des amis qui sont en contact avec des entreprises. Donc, je me dis, je vais passer par eux et voir si eux-mêmes activent leur propre réseau, en fait. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais je pense que chacun, à son niveau, l'a fait. Je discute avec des infirmiers, des infirmières. Chacun, à son niveau, est allé chercher à la mairie le matériel qui restait des élections. Voilà, chacun a essayé de faire de la récup, en fait. Plus tard, ce sont les respirateurs et certains produits anesthésiants qui vont commencer à manquer. Oui. Là, c'est plus compliqué. Oui, ça aurait pu être compliqué. Et heureusement, encore, sur la veille du personnel, une infirmière qui percute, qui voit au moment où elle fait sa commande qu'il n'y en a plus en stock dans tout l'hôpital et qui le dit, qui le manifeste. Donc on joint la pharmacienne qui revient de son astreinte et qui essaye, elle, par tous les moyens, de voir comment on peut s'organiser avec la clinique d'à côté. Et là, c'est bien qu'ils aient des relais comme ça et une bonne entente. Et ils se sont entendus pour pallier à ce potentiel manque. Donc, on n'a pas manqué. Ça a été de justesse. Mais de justesse. Ouais. Alors, vous racontez votre colère, votre indignation. Comment avez-vous fait pour tenir sur la durée dans de telles conditions, d'autant que le personnel soignant, lui aussi, commence à un moment donné à être touché par le virus. Au fur et à mesure, des collègues commencent à avoir des symptômes, commencent à être en arrêt, mais aussi touchés sur le plan psychologique, soit parce qu'un membre de leur famille est touché, soit parce qu'ils ont perdu quelqu'un, soit quelqu'un est allé en réanimation. Donc ils viennent travailler avec le cœur lourd, mais ils viennent quand même travailler. Donc c'est vrai que ça rend les choses plus compliquées. Et alors, il y a un point de bascule, c'est l'extrait que je vais lire, c'est le moment où le premier médecin
décède du Covid-19. Forcément, on se projette. Ça fait peur, on y pense, et en même temps, on n'a pas le choix, il faut y aller. Chez nous, les infirmières très proches des patients sont les plus touchées. Beaucoup viennent au boulot malgré les symptômes. Elles ne peuvent pas s'en empêcher, nous assurent qu'elles vont quand même y arriver. J'ai dû en renvoyer une chez elles. Parmi la trentaine de médecins de l'équipe hospitalière, 2 ou 3 sont déjà contaminés, sans compter ceux qui sont peut-être asymptomatiques. En partant à 19h, je me nettoie bien, me passe du gel hydroalcoolique sur les mains et les avant-bras. Quand j'ouvre la porte de notre appartement, Louis, votre fils, qui d'habitude court vers moi pour me serrer dans ses bras, s'arrête et me dit « Non maman, t'es sale ». Il a compris qu'il fallait attendre que j'ai pris une bonne douche avant de m'approcher. Oui. Alors ce premier médecin, oui, ça nous a touchés, oui, ça nous renvoyait l'image qu'on prenait un risque. Et, que vous étiez en première ligne. Et qu'on était en première ligne. Si on l'avait oublié, ça nous le rappelait. Et oui, c'est angoissant en fait, de se dire que ça peut nous toucher et qu'on peut potentiellement mourir de ce virus. Donc voilà. Et bon, on a essayé de prendre des mesures comme on pouvait les prendre, et je pense que chacun, même chez lui, a essayé vraiment de faire attention, comme moi à la maison, pour essayer de ne pas ramener non plus ce virus à la maison et de créer une sorte de bulle, en fait, un petit peu protectrice. Et comment votre famille a réagi pendant toute cette période? Comment Ma famille m'a beaucoup soutenue, et je pense que c'est très important. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Le soutien de mon mari, le soutien de mes enfants, on en parlait beaucoup aussi. Ils étaient inquiets pour vous, je suppose? Ils étaient inquiets, mais le manifestaient pas trop. Moi, j'essayais de pas trop non plus les inquiéter, parce qu'avec tout ce qu'on entendait à la télé tous les jours, parce que ça passait en boucle, c'est assez angoissant pour la famille, pour les enfants et notamment pour le plus petit. Mais voilà, on essayait de pas trop s'angoisser mutuellement, et puis il fallait y aller. Donc, il fallait y aller. Il fallait y aller. Et puis, il y a ce moment de bascule où la médecine de guerre, évoquée par vos collègues italiens, fait irruption dans votre hôpital. Vous êtes confronté au pire, choisir qui ira ou non en réanimation. Et là, il y a un extrait assez terrible. Vous êtes très en colère, là. Ça vous est arrivé à plusieurs reprises ou... À quelques reprises, pas trop encore. Mais j'ai pas eu à faire non plus des choix drastiques, en fait. On a toujours pu avoir une décision collégiale entre nous, souvent à 2 ou à 3, toujours en lien avec nos réanimateurs à l'hôpital. Oui, c'est important. Prendre une décision collégiale. Prendre une décision collégiale, de ne pas être seul face à ça. En fonction de l'état aussi clinique du patient en dehors du Covid, les autres maladies qu'il peut avoir. Voilà, pour que la décision soit le plus médicale possible. Alors, vous écrivez « Je rentre chez moi abattue. C'est dur. Ce que j'ai vécu aujourd'hui ne correspond plus aux raisons pour lesquelles je fais ce métier. Si nous vivions dans un pays plus pauvre, incapable de financer un système de santé qui fonctionne, je comprendrais qu'en cas de catastrophe ou de séisme, quand vous savez que vous ne pourrez pas sauver tout le monde, il faille faire des choix. Mais comment admettre que nous, dans le nord-est de la France, soyons obligés de refuser à des malades une chance de survie parce que nous n'avons pas de place pour eux, alors qu'il en existe ailleurs sur le territoire national? Dans un pays comme le nôtre, des solutions, il doit y en avoir, des trains, des avions. Tout le monde ne vit pas la même crise que nous en Alsace. C'est difficile à avaler. On pensait encore que la France avait une des meilleures organisations sanitaires au monde. Cette crise en a exhibé toutes les failles. En plus d'être fatigués, abattus, nous sommes déçus, dépités, nous nous sentons trahis. Tout à fait. C'est difficile à comprendre. Là, ce qu'on a vécu dans la région Grand Est et surtout en Alsace, c'est difficile de se dire qu'à l'autre bout de la France, une région qui n'est pas touchée ne puisse pas accueillir des patients là, demain, dans 2 heures. Oui, ça, on ne comprend pas. On le comprendrait dans un pays
un pays beaucoup plus lointain, avec des difficultés beaucoup plus importantes, on le comprendrait. Mais en France, que ce soit des problèmes d'organisation logistique qui nous empêchent de réaliser au mieux ces transferts, ça, on a du mal à le comprendre. Oui. Il aurait fallu pouvoir démarrer ces transferts beaucoup plus tôt, à plus grande échelle ? Sans doute. Je pense qu'on aurait pu gagner des jours, on aurait pu gagner peut-être une semaine, on aurait pu gagner certainement en réactivité, et puis peut-être, oui, effectivement, en dispatching un peu partout. Alors vous dites aussi que vous avez tenu, grâce à l'entraide, à la solidarité des soignants, et aussi grâce à ces fameux applaudissements de 20 heures, grâce à toutes ces attentions des habitants. Il y avait eu beaucoup de gâteaux, de chocolats qui ont été apportés à l'hôpital. Vous vous sentez porté par cette solidarité et en même temps, vous craignez une chose, c'est le retour à la normale. Et là, on y est, au retour à la normale. C'est ce qu'on évoquait au début. Effectivement, on s'est senti vraiment porté et c'est vrai que ça a fait plaisir, on ne peut pas le dire le contraire, par toutes ces attentions. Mais je pense que tout le monde appréhendait la chute et le retour à la normale. Et effectivement, là, on y est. On retrouve les mêmes difficultés qu'avant. Il n'y a plus ces attentions. Il y a toujours un manque de reconnaissance de nos métiers, de nos difficultés. Donc oui, aujourd'hui, c'est difficile. Vous dites aussi que sur le plan plus médical, vous apprenez au fur et à mesure, car c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose, même aujourd'hui encore, sur ce virus, et vous écrivez que vous vous y prendriez autrement aujourd'hui, avec le recul et les connaissances acquises, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est vrai qu'au début, on connaissait mal la maladie. Chaque jour, il y avait des choses qui changeaient, des directives qui changeaient. Donc, c'est difficile de faire votre travail aux urgences et en même temps de réfléchir et de lire tout ce que la science sort à ce moment-là. De vous tenir informé, c'est ça, au fur et à mesure. De se tenir informé au fur et à mesure. Mais là, heureusement, on a eu une formidable aide de nos confrères, infectiologues, internistes, qui réalisaient eux-mêmes, avec les réanimateurs, une veille scientifique. Et donc, qui mettaient à jour les prises en charge. Et nous, aux urgences, si vous voulez, on avait à traiter en gros que l'urgence, vraiment vitale, c'est-à-dire si on devait les intuber ou pas les intuber. Et le relais des premiers traitements mis en place se passait dans les services ou en réanimation. Donc ce côté-là, on a pu un peu s'affranchir de ce côté scientifique, puisqu'ils l'ont fait pour nous, en fait. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez effectivement à la lumière de ce que vous avez appris dans cette crise ? Oui, il y a eu un moment quand même très fort de triage devant l'hôpital, où il y avait un balai d'ambulances et où on était amené à trier à l'intérieur des ambulances. Donc, en fonction des symptômes, on renvoyait les gens chez eux, même ceux qui venaient en ambulance, en fait. Vous n'êtes pas assez grave, vous ne rentrez pas dans l'hôpital, vous rentrez chez vous. On a eu cette phase-là. Et c'est vrai que peut-être que maintenant, je les laisserai rentrer sous anticoagulation préventive, sur des choses comme ça, en fait. Ce qu'on n'a pas fait à ce moment-là, mais parce qu'on savait pas. Parce que vous ne le saviez pas. Voilà. Alors, il y a quelques très beaux moments aussi que vous racontez dans votre livre. Il y en a un en particulier. C'est une dame que vous allez chercher en hélicoptère à Épinal. Elle a été transférée à Épinal. Je vais lire l'extrait, donc peut-être vous expliquer un petit peu juste le contexte. Alors, j'arrive au travail et on me dit, tu vas faire un transfert hélico, tu vas aller rechercher une dame qui a été transférée il y a quelques semaines à Épinal. J'entends Épinal, je me dis, tiens, c'est la dame qui avait transféré mon collègue. Et, infirmier, votre collègue infirmier qui mon collègue médecin. En fait, par la route. À ce moment-là, il l'avait transféré par la route et là, elle faisait un retour hélico. Donc voilà. Alors, donc ça se passe de la façon suivante. Vous arrivez donc à l'hôpital d'Épinal, vous vous présentez et vous lui expliquez « Nous allons tous les deux accompagner votre retour à Colmar. Ça va bien se passer. Nous prendrons un hélicoptère et je vous expliquerai tout. » Avec sa trachéotomie, elle ne peut pas parler. Je lui dis de me faire un signe de la main. Je me débrouillerai pour comprendre. Je la sens émue et effrayée. Je prends sa main. En la regardant dans les yeux, je lui assure qu'elle a fait le plus difficile, même si la route est encore longue. Dans l'ambulance, nous parvenons à communiquer, avec ses doigts, en clignant des paupières. Elle m'indique qu'elle vit seule, qu'elle a 2 enfants et 4 petits-enfants. À force de plaisanteries, Jérôme parvient à la détendre. À 2 reprises, elle esquisse même un sourire.
Dans l'hélicoptère, je laisse ma main posée sur son bras pour qu'elle sente ma présence. Le vol, rapide, se déroule sans accroc. Dans la nuit naissante, nous distinguons bientôt la zone d'atterrissage de l'hôpital Pasteur. Je fais signe à la patiente que nous sommes sur le point d'arriver, je ne veux pas qu'elle panique. Vers 21h30, l'hélico se pose en douceur, nous enlevons nos casques, je lui souris, vous êtes de retour à Colmar. Des larmes de joie coulent le long de ses joues. Par un heureux hasard, l'équipage d'ambulanciers qui l'emmène vers notre service de réanimation l'avait justement transporté à Épinal quelques semaines plus tôt. L'une des ambulancières la reconnaît. On préfère vous voir comme ça. Je suis contente d'avoir accompagné cette patiente dans sa ville, près de sa famille, qu'elle pourra, j'espère, bientôt retrouver. C'est un très joli moment. Oui, c'était vraiment très fort. Déjà, le fait d'aller rechercher quelqu'un, donc ça voulait dire qu'il allait mieux. On le ramène à Colmar, on la ramène chez elle, en fait. Donc c'est vrai que c'était très fort. Et quand je suis arrivée dans cette chambre à Épinal, j'ai vu cette dame, elle était très angoissée, très effrayée. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, nous, pour la détendre, pour la rassurer alors qu'on ne peut pas parler, donc on s'est débrouillé, et avec Jérôme, l'infirmier, chacun à son niveau, on s'est débrouillé pour essayer de la détendre et pour la rassurer, parce que c'est sûr, là on prend la mesure du stress que ça a dû être pour ces gens transférés loin de chez eux. Souvent ils n'ont même pas vu le trajet. Et ils se sont, réveillés dans une autre ville. Dans un autre pays, quelquefois. Parfois un autre pays, parfois pas la même langue, loin de leur famille, donc ils n'ont vu personne de leur famille. C'est quand même quelque chose de surréaliste et d'effrayant. Alors, vous êtes élogieuse avec un pays, c'est l'Allemagne, qui, selon vous, a le modèle sanitaire le plus performant, a eu la meilleure gestion politique de la pandémie. Alors, est-ce que c'est uniquement pour une question de moyens, c'est-à-dire plus de lits en réanimation et ce dépistage massif qui a été pratiqué en Allemagne? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi eu un facteur chance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de gros clusters comme nous à Mulhouse? Est-ce que ça aussi, ça n'a pas fait une grande différence? Alors, facteur chance, peut-être. Mais en tout cas, ils ont une meilleure organisation. Ils ont su anticiper quand leur virologue a donné l'alerte. Ils ont écouté une alerte de terrain qu'ils ont pris en compte, qui est remontée. Il s'en est suivi une politique de santé derrière. Ils ont anticipé les tests. Ils ont, faut savoir, 28 000 lits de réa. Nous, on en a 5 000 alors qu'on a 10 millions de différence de population. Il y a quand même là quelque chose qu'il faut qu'on m'explique. Voilà. Donc, et j'ai des collègues qui ont fait des transferts là-bas, qui m'ont dit mais c'est hallucinant, on arrive là-bas, on est accueillis, tout le monde est calme, parce que organisé, préparé. Donc oui, je pense qu'on a quand même des choses à apprendre de nos collègues. La différence aussi est la décentralisation. Oui, bien sûr. Du coup, la gestion n'est pas la même, ce n'est pas une gestion verticale comme en France. Exactement. Ils sont décentralisés au niveau de leur lender et apparemment ça marche mieux. Donc je pense qu'il y a des choses à prendre certainement à côté. Vous, sur le plan personnel, professionnel, qu'est-ce que vous allez retenir de cet épisode totalement inédit, totalement... Moi, ce que je retiendrai, c'est que devant une situation comme ça, catastrophique, une catastrophe annoncée avec un manque de matériel, on ne sait pas où on va, pour combien de temps, cette énorme capacité humaine de solidarité, de se réorganiser, de faire péter des barrières, de décloisonner, d'aller voir son homologue à côté, l'autre institution, et d'essayer de trouver une organisation commune. C'est ça que je retiendrai. Et qui marche. Mais du coup, ça, c'était fantastique. Et c'est ça qui vous a sauvé, je pense. Qui a permis au service de santé de tenir. Exactement. C'est ce qui nous a permis de tenir le système de santé qui, lui, aurait dû nous tenir. Alors, à la fin de votre livre, vous proposez quelques pistes. C'est ce qu'on appelle les leçons à tirer de ce combat. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il faut changer? Je pense qu'il faut faire des vrais retours d'expérience de cette crise pour justement qu'on améliore notre gestion de crise et que ce soit plus réactif, plus pragmatique, plus proche du terrain, mais surtout qu'on gagne du temps, en fait. Sur la gestion de crise, ça serait ça. Après, il faut en profiter peut-être pour changer, revoir nos modes managériaux, changer notre façon de travailler dans les hôpitaux. C'est ce que ça nous a montré, c'était possible. Donc il faut le rendre durable.
Voilà, et puis après, il faut qu'on ait une vraie politique européenne de santé, qu'on donne les moyens à la protection civile européenne parce qu'elle a déjà des choses qui sont mises en place au niveau de la protection civile. Il faut lui donner les moyens d'être plus réactive et puis peut-être, pourquoi pas, avoir notre avion, avoir notre hôpital européen, mais avoir une capacité de gestion de crise européenne en moyens, en matériel. Ça aurait déjà permis effectivement d'intervenir, de montrer une plus grande solidarité face à nos voisins italiens dans un premier temps, et ensuite face au Grand Est probablement. Tout à fait, oui. Il y a plusieurs réactions, beaucoup de monde qui nous suit. Comment s'est passée la collaboration avec les militaires ? Et quelqu'un qui vient de terminer le livre nous dit qu'il a l'impression d'être dans une série télé, parce que c'est tellement bien fait, c'est palpitant, on est avec vous comme ça 24 heures sur 24 dans le personnage. Enfin, il y a tous les détails, il y a les périodes de stress, les périodes où ça retombe, les périodes où vous repartez au combat. Enfin, ça mériterait presque un film, nous dit quelqu'un. Il faudrait trouver qui pourrait incarner la comédienne, idéal pour vous incarner, mais en tout cas, on parle de ça aussi. Voilà. Alors, comment ça s'est passé avec les militaires ? C'était aussi une expérience vraiment incroyable. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un convoi de patients de Colmar qui a retrouvé un autre convoi de patients de Mulhouse pour aller vers l'hôpital... l'avion avec le dispositif Morphée. Et là, c'est vrai que l'accueil des militaires, la prise en compte de nos patients et le dispositif mis en place à l'intérieur de l'avion militaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand je repars de là, le directeur médical, comme ils appellent, le DIRMED, qui me remercie, qui me regarde droit dans les yeux, vous sentez tout le soutien de l'armée pour votre départ en mission, pour votre retour. Mais c'est une force incroyable. On voit que ce sont des hommes qui parlent aux hommes et qui ont l'habitude de ça. Et c'est vrai que c'était très fort. Est-ce qu'il y a un autre moment encore que vous aimeriez, que nous n'avons peut-être pas évoqué au cours de cet entretien, sur lequel vous souhaiteriez revenir et qui vous a marqué, un autre épisode ? Après, ce qui m'a marqué, c'est aussi ce qui est arrivé dans les EHPAD, en fait. Qu'on ait un peu oublié nos aînés, qu'on les ait un peu parqués, qu'on ait un peu fermé les portes des EHPAD sans savoir ce qui se passait vraiment derrière, en fait. Et le personnel dedans, hein. Quand je suis allée chercher une infirmière qui était au bord du burn-out parce que elle vient de vous dire que c'est déjà le 19e certificat de décès qu'ils viennent de faire dans cette EHPAD. 3 jours avant, vous étiez dans une autre EHPAD et c'est pareil, on vous dit c'est le 20e en fait. Là, vous prenez la mesure des morts dans nos EHPAD. Et ça, c'est vrai, c'était très marquant. Et vous racontez aussi, sur la même thématique, que les personnes qui étaient en fin de vie à l'hôpital, en principe, les familles proches ne pouvaient pas les accompagner. Oui. Et ça vous a particulièrement révolté. C'était particulièrement choquant. Oui, moi ça m'a révolté parce que j'ai eu du mal à comprendre. Le Covid, c'est pas Ebola. Pourquoi est-ce qu'on peut pas prendre des mesures d'habillage avec un proche ? Je dis pas toute la famille, mais peut-être le plus proche, le mari ou la femme, pour qu'il y ait un accompagnement de la fin de vie. Que ces personnes ne soient pas seules. Qu'elles ne soient pas seules et que la personne la plus proche puisse faire après son deuil parce que ça aide au processus de deuil. Donc qu'on leur enlève ça. Quelque part, oui, ça m'a attristée. Et vous l'avez d'ailleurs autorisé ? Oui. Plusieurs fois ? Oui. Ouais. Je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit non, je ne peux pas enlever ça à la famille, et comme je vous dis, pour le processus de deuil, mais je m'entourais des précautions nécessaires avec l'aide des infirmiers pour qu'on puisse rendre cela possible avec un minimum de risque, en fait. Voilà. C'est un épisode qui vous a durablement marqué, qui continuera certainement à vous marquer. Vous avez tenu donc à le raconter dans ce livre, Ma guerre du Covid, pour qu'on n'oublie pas. Exactement. Pour qu'on n'oublie pas, que ce soit pas un épiphénomène qui s'est passé comme ça. Ça a été très difficile. Il y a de belles choses qui en sont sorties et il faut travailler, je pense, sur ces belles choses.
Voilà, mais qu'on n'oublie pas les difficultés, parce qu'il faut savoir aussi que les décisions qui sont prises en haut lieu, elles ont une répercussion sur le terrain, et elles sont parfois, ou les décisions qui ne sont pas prises d'ailleurs, et une répercussion sur les soignants en première ligne. Donc voilà, je pense que c'est important, qu'il faut le dire, et il faut qu'on mette aujourd'hui le doigt sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour qu'on s'améliore pour la prochaine. Pour la prochaine. Merci beaucoup, docteur Claudia Chapelu. Donc Merci. je rappelle votre livre, votre ouvrage, Ma guerre du Covid, journal d'une urgentiste alsacienne, docteur Claudia Chapelu et Stéphane Loignon, aux éditions Équateur. Et merci Voilà. Christine Beauce pour ce très bel interview, Merci ce à très vous. bel échange.